Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui faire un top 10. Ça va être une vidéo très subjective, hein? C'est pas une vidéo objective avec des paramètres, non. C'est une vidéo de mes choix, de mon choix personnel, de mon top 10, donc ça va forcément diviser. On ne sera pas tous forcément d'accord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous invite vous aussi à me donner tout de suite votre top 10 de vos meilleurs joueurs du Barça depuis le début de la saison. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une vidéo subjective et non objective de base? Mais c'est surtout parce qu'on n'a pas la même sensibilité, le même rapport au football. Un joueur, parfois, peut vous donner beaucoup plus d'émotions qu'un autre. Donc, ouais, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans ma subjectivité. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis là, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qui ont compris en tout cas. Bref, les amis, sans plus tarder, on va partir avec le numéro 10 de cette liste, qui est pour moi Dani Olmo. En fait, ça n'a pas été facile, la vérité, de classer Dani Olmo dans ce top 10. Il aurait même pu sortir de ce top 10 parce qu'on va pas se mentir, il a été blessé pas mal de temps. C'est un joueur qui n'est pas tout le temps là, qui n'est pas tout le temps titulaire. C'est ça le problème. C'est le seul problème d'ailleurs avec lui. Néanmoins, pour moi, Dani Olmo a un impact très important dans la saison du Barça. Déjà, malgré le fait qu'il n'ait pas été là tout le temps. Si vous vous rappelez bien, Dani Olmo, le jour de son premier match avec le Barça, c'est-à-dire contre le Rayo Vallecano à l'extérieur, depuis qu'il rentre sur cette deuxième période-là, il change le visage du Barça. Déjà, il permet au Barça de gagner ce match-là très compliqué. Mais derrière la suite de la saison du Barça, on ne sent plus le même Barça qui galère avant ses débuts avec le Barça. On sent un Barça qui est métamorphosé. Limite, on voyait un Barça avec et sans Dani Olmo. Et il a insufflé quelque chose de nouveau dans cette équipe-là. On voyait ses combinaisons avec Pedri, notamment contre Valladolid, où c'était violent ce qu'on voyait. Il s'est tout de suite mis dans le moule. Franchement, t'avais l'impression que c'est un joueur qui était là depuis toujours. Je me rappelle aussi de son match contre Girone, là-bas, à l'extérieur. Franchement, Dani Olmo, c'est ce qu'on appelle instant impact. Il arrive tout de suite, il met tout le monde d'accord. C'est l'impact qu'il a eu à son arrivée. Donc forcément que ouais, Dani Olmo, je le mets dans ce top 10, même s'il est à la 10e place, encore une fois à cause de ses blessures et répétitions, à cause de ses absences, à cause du fait qu'il ne soit pas tout le temps là. Mais même là-dessus, il rentre lors du Classico en championnat au match aller. Le Barça gagne avec un score assez élevé. Et le contrôle qu'il t'amène lors du Classico où le Barça a un rouge aussi en finale de Supercoupe à 10 contre 11, il rentre là encore avec Pedri, il maîtrise, il calme le jeu. Pareil contre Séville récemment, la 10 contre 11, il rentre, il calme le jeu. Voilà, il a eu plein de moments de génie. Il a eu aussi un peu de déchets parfois, c'est son jeu qui est comme ça, mais c'est un génie. C'est un joueur qui a un flair de fou furieux. On parle beaucoup de la comparaison avec Fermin Lopez. Moi, je pense que c'est des joueurs totalement différents. Je pense que ce sont deux numéros 10, mais avec des profils très différents. Là où Fermin est beaucoup plus, on va dire, violent, on va dire, devant le but, un mec qui va plutôt faire des appels, se retrouver là comme numéro 9, faire des appels dans le dos des défenses pour aller marquer. Mais Dani Olmo, c'est un mec qui est beaucoup plus, on va dire, soyeux avec le ballon, un mec qui aime caresser le ballon, qui a des gestes techniques de fou, un flair de fou furieux, qui est calme avec le ballon, qui ne panique jamais, qui préfère avoir le ballon dans les pieds et créer plutôt que d'être à la réception de la fin des actions. Donc ce sont deux numéros 10 avec des profils encore une fois très différents, mais qui ont énormément de choses à apporter dans la saison du Barça. Donc je classe Dani Olmo à cette 10e place parce que je peux pas le mettre plus haut, encore une fois à cause de ses absences et répétitions. Donc on verra la deuxième partie de saison. Là, il est revenu. S'il se blesse pas, il peut nous sortir une grosse partie de saison sur la fin. On avance avec la 9e personne de ce classement, c'est tout simplement Alejandro Balde. Alors c'est très simple. Si je ne tenais que la période qui part de janvier à maintenant, Alejandro Balde serait dans mon top 5 facile parce que depuis janvier 2025, il joue à un niveau stratosphérique, sauf que la saison ne débute pas en janvier. Alors, c'est pas pour dire qu'avant janvier, il était nul, mais avant janvier, il faisait une saison plus ou moins correcte parce que je me rappelle encore ici qu'il y avait beaucoup de personnes qui le critiquaient, qui disaient qu'il ne progressait pas. Et je vous disais dans mes débriefs, je vous disais dans les enseignements, il va falloir être patient. Alejandro Balde est un jeune joueur, ce n'est pas tout le monde qui progresse à la même vitesse. Ce n'est pas tout le monde qui aura la précocité de Lamine Yamal, des Koubarsi. C'est pas tout le monde qui a un niveau d'alien à 17-18 piges. Alejandro Balde, déjà à ses débuts, avec son numéro 28, il était incroyable lors de sa première saison. Et puis derrière, il a eu une saison compliquée avec les blessures, mais aussi à cause du système de jeu. Et même lui, il stagnait beaucoup. Ça n'allait pas la saison dernière. Et là, depuis qu'il est revenu avec Flick cette saison, il a commencé petit à petit, crescendo, à progresser. Et puis là, en 2020,
terme, en termes de jeu, en termes de stats aussi, en termes de progression dans tous les aspects dans lesquels il avait des lacunes, notamment les centres. Il s'est amélioré et même en défense, il est beaucoup plus concentré, il lit mieux le jeu, mais c'est surtout son jeu avec et sans ballon offensivement. C'est là-dessus qui m'a énormément épaté à titre personnel. Lorsque je le vois aujourd'hui, il ne demande pas le ballon juste pour faire une passe en retrait. Il se voit plus lui-même comme un joueur de complément à Alejandro Balde. Il se voit comme un joueur capable de faire la différence dans cette équipe-là. Il va prendre le ballon, s'il peut faire une passe décisive depuis carrément le milieu, comme il l'a fait contre Valence pour Ferran Torres, il le fera. S'il doit dribbler, éliminer un, deux joueurs, rentrer intérieur, ça il l'avait fait même à ses débuts, lors de sa première saison, mais là, je trouve qu'il le fait encore mieux parce qu'il est capable d'éliminer à l'arrêt, il est capable de sortir les ballons sur son côté avec son intelligence de jeu. Il a progressé parce que par le passé, franchement, croyez-moi, il n'était pas capable de faire tout ça là, dans la continuité. Et là, il le fait depuis 2025, c'est encore plus flagrant. Donc j'espère que sa marge de progression, il est en train de l'amorcer, il est en train de progresser crescendo et espérons qu'on verra la meilleure version de Balde durant cette saison, sa meilleure version possible à ce stade de sa carrière parce que ça fera du bien au FC Barcelone. On avance avec le 8e joueur de ce classement, c'est monsieur Marc Casado. Voici un autre joueur qui honnêtement aurait pu être beaucoup plus haut dans cette liste, mais la réalité c'est que quand on regarde les joueurs qui sont au-dessus, honnêtement c'est très difficile de mettre Marc Casado beaucoup plus haut. Pourquoi je dis que c'est un joueur qui aurait pu être plus haut dans cette liste? C'est tout simplement parce que Casado est arrivé et il a réglé techniquement nos problèmes de 6. Alors au début de la saison, on comptait sur Marc Bernal qui s'est blessé et derrière on s'est dit que la saison va être compliquée parce que déjà de base t'avais même pas de 6, tu comptais sur un gamin de 17 piges comme Marc Bernal et lui il se blesse, qu'est-ce que ça va donner avec Casado? Puis derrière il arrive, il met tout le monde d'accord, au bout de 3, 4, 5 matchs, ça y est, il s'installe, il sort de gros matchs, surtout dans les grands matchs. Marc Casado contre le Bayern, il est incroyable, contre le Real Madrid dans le Classico, il est pareil, incroyable, et puis derrière il a quelques matchs ratés, notamment le match contre l'Atlético Madrid où il passe à côté pour moi, le match contre le Celta où il doit pas prendre un rouge, il prend un rouge stupide, mais voilà, quand on fait le bilan, on pèse le pour et le contre, franchement il fait un bon début de saison avec le Barça, un très bon début de saison avec le Barça, et puis c'est juste ces dernières semaines là, depuis que Frenkie est de retour, son match contre Alaves aussi face à un bloc bas qui est un peu mid, où il propose pas assez, c'est pas qu'il soit mauvais, c'est qu'il n'apporte pas plus, il n'apporte pas de grosses différences lorsqu'il faut provoquer, apporter quelque chose en plus. Lorsque tu joues face à de blocs bas, tu peux pas juste être là dans le contrôle, tu dois faire un dépassement de fonction, et là-dessus, je pense qu'il a eu du mal face à Alaves, et depuis Frenkie de Jong est revenu un peu en force, et il est un peu en concurrence avec lui, je trouve, donc voilà, je l'enterre pas pour autant, néanmoins, je pense que Flick non plus va pas l'enterrer parce que Frenkie est de retour comme ça, il va continuer à lui donner sa chance parce que Marc Casado participait à l'équilibre de l'équipe en début de saison. Je pense que si demain il y a une équipe type qui doit être dégagée, ça m'étonnerait pas que Flick le mette encore une fois dans le 11 parce que je ne sais pas si Frenkie est déjà à 100% prêt pour les plus gros matchs, je veux dire. Bref, il est à la 8e place, mais encore une fois, il aurait pu être beaucoup plus haut dans la hiérarchie.